problème. Donc l'article 10 de la loi organique pose le principe que l'enfant légitime, naturel ou adopté, dont le père et la mère ont le statut civil coutumier, a le statut civil coutumier. C'est donc la filiation qui détermine le statut personnel. Donc la règle est relativement simple lorsque les parents sont mariés et ont tous deux le statut coutumier. Ça devient plus compliqué pour les enfants naturels. Si l'enfant est d'abord reconnu par sa mère qui est de statut coutumier, l'enfant sera de statut coutumier, même s'il est reconnu par la suite par son père de statut de droit commun. La reconnaissance subséquente par le père de droit commun ne changera pas le statut de l'enfant. Si par la suite l'enfant est légitimé par le mariage de ses parents, il acquérera alors le statut de droit commun. Donc ça, c'est la position de la Cour d'appel de Nouméa qui a statué dans ce sens, alors que le Conseil constitutionnel considère que dans un couple mixte, l'enfant prend le statut de droit commun. On voit donc que l'enfant qui est issu d'un couple non marié prend le statut de la mère si elle est de statut coutumier. Si le père de droit commun veut reconnaître l'enfant par la suite, il faudra obligatoirement l'accord de la mère et a priori l'accord du clan, puisque c'est ce qu'on a vu ce matin. L'état civil tient compte de l'existence de ces deux statuts. Il existe un état civil de droit commun et un état civil coutumier avec des registres différents. C'est ce qui a été illustré par Maître Kibangui ce matin, fil de droite ou fil de gauche. L'état civil n'emporte pas détermination du statut. Cette inscription ne fournit qu'une simple présomption d'appartenance à un statut. Des réclamations pourraient être effectuées en cas d'erreur. Alors, des difficultés apparaissent fréquemment. Par exemple, lorsque des enfants sont issus de personnes de statut coutumier et qu'ils naissent en métropole, l'acte de naissance établi par la mairie du lieu de naissance n'indique pas la qualité de statut particulier de l'enfant, bien entendu. Si l'enfant revient vivre en Nouvelle-Calédonie et que les parents veulent régulariser la situation, où sera enregistré le statut de l'enfant? Une décision judiciaire a préconisé d'enregistrer la naissance à Nouméa. Or, lorsque le notaire demande un acte de naissance, la demande est faite évidemment à la mairie du lieu de naissance. Et dans notre cas, la mairie de métropole, ne connaissant pas cette spécificité calédonienne, rien ne sera précisé sur l'acte de naissance de l'enfant. Ne serait-il pas opportun dans cette hypothèse de faire apposer une mention spécifique sur l'acte de naissance de l'enfant né en métropole? Donc là, on voit qu'effectivement, ça peut poser des problèmes ensuite de preuve du statut de l'enfant. Maintenant que l'on a arrêté le statut coutumier ou de droit commun, quel est le schéma classique de dévolution d'une personne de statut coutumier? La succession d'une personne de statut coutumier n'ayant pas procédé à l'option, dont on va parler après, est régie par le droit coutumier. Il appartient à la famille du défunt de saisir l'officier public coutumier, l'OPC, qui sera compétent pour établir l'acte coutumier qui transcrira le palabre qui aura décidé de la dévolution de la succession du défunt. Donc le palabre va déterminer qui sont les héritiers du défunt et il n'existe pas de règle de dévolution préétablie. C'est ce qu'on a compris ce matin. Le notaire n'interviendra que s'il dépend de la succession de la personne de droit coutumier, un bien immobilier situé hors terre coutumière. Dans cette hypothèse, et au vu de l'acte établi par l'OPC, un acte notarié pourra être établi en vue de constater le transfert de propriété au profit de l'héritier déterminé par cet acte coutumier et d'assurer ainsi la publication de cet acte à la conservation des hypothèques pour le rendre opposable au tiers. Si, dans le système actuel, le défunt ne laisse à son décès que des biens mobiliers ou des biens situés dans les réserves, sa succession sera entièrement régie par la coutume et le notaire n'aura pas à intervenir. Alors, il existe donc une option qui a été prévue par la délibération du 8 septembre 1980. La délibération numéro 148 du 8 septembre 1980
à instaurer une nouvelle modalité de dévolution successorale en présence de biens immobiliers situés en dehors des réserves. L'objet de cette délibération a été de porter organisation de la succession des biens immobiliers appartenant à des personnes de statut civil particulier acquis sous le régime de droit civil. Cette délibération, très importante, a instauré de nouvelles modalités de dévolution successorale dans ce cas particulier. Donc, lorsqu'une personne de son vivant opte pour l'application de cette délibération de 1980, un nouveau régime de dévolution va s'appliquer pour les biens immobiliers qui sont situés en dehors des réserves. Mais cette délibération ne renvoie pas aux règles de dévolution de droit commun que nous connaissons, les règles du Code civil. La délibération fixe des modalités de dévolution spécifiques par rapport à notre droit civil. Donc, les enfants et leurs descendants succèdent à leur père et mère sans distinction de sexe et par part égale. Le conjoint survivant conserve l'usufruit des biens appartenant aux enfants mineurs. En l'absence d'enfants successibles, le conjoint survivant hérite des biens du défunt. Et à défaut de descendants et de conjoints survivants, le droit coutumier va s'appliquer. L'option prévue par cette délibération de 1980 est irrévocable et elle joue pour les biens immobiliers acquis avant l'exercice de l'option et ceux acquis postérieurement. Pour une personne de statut coutumier qui a exercé l'option de son vivant, il peut s'ouvrir à son décès 2 dévolutions soumises à des règles différentes. D'une part, pour les biens mobiliers ou immobiliers lui appartenant situés dans le ressort des terres coutumières, la succession du défunt sera soumise au droit coutumier dont on a parlé. Par contre, pour les biens immobiliers situés en dehors des terres coutumières, la dévolution sera régie selon les règles fixées par cette délibération du 8 septembre 1980. Donc concrètement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier par une personne de statut coutumier, le notaire va lui demander si elle veut opter pour la délibération de 1980 en lui expliquant les conséquences et le caractère irrévocable de l'option. Si l'acquéreur décide d'opter pour ce statut, le notaire recueillera sa signature sur le formulaire adéquat et le fera ensuite enregistrer auprès des autorités administratives compétentes. Nous constatons par expérience que lorsque l'on pose la question dans ces conditions, on a quand même un maximum de citoyens de statut coutumier qui souhaitent, pour cette spécificité de l'option successorale, qui souhaitent y adhérer. On peut faire cette remarque de cette adhésion 90% plutôt majoritaire, oui. Alors, les insuffisances du système actuel que l'on vient de décrire. Cette délibération du 8 septembre 1980 crée un régime spécial avec des modalités de dévolution spécifiques qui ne renvoient pas au droit civil. En pratique, cela conduit les notaires à se poser de nombreuses questions sans avoir forcément les réponses adéquates. Voici quelques exemples. La délibération prévoit qu'en cas d'option, les descendants héritent par parts égales, mais il n'y a pas de renvoi aux règles édictées par le Code civil. Donc, si le parent de son vivant a donné un bien à un seul enfant, va-t-on, au moment du décès, appliquer les règles du rapport et qui pourraient aboutir à une action en réduction? La délibération parle de parts égales, pas de rapport ou de réduction. Autre cas, on peut considérer que la délibération du 8 septembre 1980 fixe les modalités de dévolution successorale, mais que de son vivant, la personne peut faire ce qu'elle veut. Mais est-ce le cas? Est-ce que le citoyen de statut particulier peut faire une donation, un testament? C'est la question qu'on est amené à se poser régulièrement. Autre cas, cette délibération, on l'a vu, ne porte que sur les biens immobiliers qui sont situés en dehors des réserves. Or, le fait que les parts de société soient exclues du champ d'application de la loi, comme bien mobilier, soulève des difficultés. Des personnes de statut particulier peuvent souhaiter acheter un bien immobilier par le biais d'une société, pour des raisons civiles ou fiscales,
ou bien constituer une société pour l'exercice de leur activité professionnelle. Or, actuellement, ces parts de société sont exclues du champ d'application de la délibération du 8 septembre 1980 et sont soumises au droit coutumier, ce qui, on sans doute, peut poser des difficultés. Justement, illustré par le cas où le défunt laisse des dettes, cette délibération n'a pas réglé le sort du passif de la succession. Qui va être tenu au paiement des dettes, sachant que tout ce qui est mobilier, donc compte en banque, livret de caisse d'épargne, part de société, relève du statut coutumier, et ce qui est immobilier, hors réserve de la délibération du 8 septembre 1980. Lorsqu'il s'agit d'un passif lié à l'immobilier, on peut présumer que cela concerne l'héritier du bien, mais qu'en est-il pour les autres dettes? La question n'est pas résolue. Le notaire intervient donc dans 2 cas en ce qui concerne les successions. Lorsqu'une personne hérite d'un bien immobilier situé en dehors de la réserve et l'héritier nous demande de transcrire à la conservation des hypothèques de Nouméa l'acte coutumier qu'il a établi héritier de ce bien. Donc ça, c'est la personne qui n'a pas opté, mais qui hérite d'un bien immobilier situé en dehors de la réserve. Donc l'officier de l'OPC a établi son acte qui indique qui est l'héritier, et donc là, cet héritier vient voir le notaire et nous demande de transcrire à la conservation pour que le bien soit porté à son nom. Lorsque le défunt avait opté pour la délibération de 1980, qui laisse un bien immobilier, et à ce moment-là, les héritiers veulent faire constater cette transmission de propriété. Et l'on déplore que le notaire n'ait pas une vision globale de la succession du défunt. Il n'intervient que pour la partie immobilière de la succession, alors que pour les personnes de droit commun, le notaire va interroger les banques, la recette des impôts, la caisse de retraite, les mutuelles, ce qui lui permet d'avoir la vision la plus large sur l'étendue du patrimoine du défunt. Alors que, actuellement, notre intervention n'est vraiment que ponctuelle et ne concerne que les biens immobiliers dont je viens de parler. Voilà en ce qui me concerne, et je laisse la suite à Maître Lilaz. Donc en fait, le système actuel est celui qui a été décrit par Jacqueline Calvé. Une proposition de délibération, une délibération a été présentée le 2 juillet 2015. C'est une délibération qui contient proposition de loi de pays relative aux successions coutumières Canac. Donc cette délibération, a priori, vient toiletter, vient modifier le système tel qu'il existe aujourd'hui. Cette délibération a été publiée au journal officiel. Elle a été soumise au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle a été présentée au Conseil d'État, mais elle est en cours de validation. Enfin, pour l'instant, elle n'a pas été votée de manière définitive. Cette proposition de loi apporte un certain nombre de définitions, énonce des principes et des valeurs devant régir les successions coutumières Canac, fixe le déroulement de la succession coutumière Canac, édicte des règles en vue de parvenir au règlement des successions difficiles, prévoit des dispositions particulières d'aide financière spécifiques, et dans son article 5, elle crée une option de législation applicable à la succession portant sur le patrimoine constitué sous l'empire du droit commun et situé hors terre coutumière. Il résulte de l'article 35 de cette proposition ce qui suit. Le défunt peut décider de son vivant de soumettre aux règles de succession et des libéralités prévues par la législation civile non coutumière l'ensemble ou une partie de son patrimoine constitué sous l'empire du droit commun et situé hors terre coutumière. Donc cette nouvelle proposition prévoit que la succession coutumière Canac est régie par la coutume, sauf si le défunt de son vivant opte pour un système différent. Donc, quelles sont les conditions de validité et d'opposabilité de cette option prévue par la délibération du 2 juillet 2015 ? Donc, cette option, pour être valable, doit être faite exclusivement par acte notarié, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, ça pouvait être fait par un simple formulaire transcrit, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation de le faire dans un acte notarié.
Donc avec le nouveau système, l'option pour être valable doit être faite devant notaire. Cette option, pour être opposable, doit comporter un certain nombre de mentions. Donc il faut préciser l'état civil du défunt, les raisons qui motivent l'option, les éléments d'actifs et de passifs objet de l'option. Il faut préciser les héritiers présomptifs au moment où la déclaration est faite. Si les biens objets de l'option appartiennent aux deux époux mariés, il faudra l'accord express et par écrit du conjoint pour les biens communs. Et enfin, si une procédure de dissolution de mariage ou de divorce est en cours, cela doit être précisé dans l'acte d'option. Donc, quelles sont les conséquences de cette option ? La première conséquence, c'est que tous les biens qui vont faire l'objet de l'option vont être régis non plus par le droit coutumier, mais par le droit civil. Donc, contrairement à la délibération de 1980 qui renvoyait à des règles de dévolution spécifiques, la nouvelle délibération, elle, renvoie au droit civil. Qui dit renvoi au droit civil, ça veut dire application de toutes les règles du droit civil. C'est-à-dire égalité entre les descendants, mais aussi action en réduction, réserve, quotité disponible, c'est-à-dire tout le droit civil. La particularité aussi, c'est que le défunt, la personne de son vivant, va choisir les biens qu'elle veut faire rentrer dans l'option. Et là, il va s'agir pas uniquement de biens immobiliers situés hors réserve, mais il s'agit de biens constitués sous l'empire du droit commun et situés hors réserve. Donc cela englobe aussi les biens mobiliers, alors que dans la délibération de 1980, cela concernait que les biens immobiliers situés hors réserve. Donc ça va s'appliquer aussi aux comptes en banque et aux parts de société, chose qui n'existait pas auparavant. Donc on a vu tout à l'heure que le rôle du notaire est renforcé, puisque l'option pour être valable doit être faite obligatoirement par acte notarié. Toutefois, ce texte peut soulever un certain nombre d'interrogations, notamment comment ce texte va coexister avec le droit civil, puisque ce texte ne crée pas un système de dévolution spécifique, il renvoie au droit civil. Donc, est-ce qu'il va falloir appliquer l'ensemble des règles successorales résultant du Code civil ? Réserve héréditaire, quotité disponible, réduction. Donc ça, c'est la première question que nous, en tant que praticiens, on se pose. De plus, il va apparaître plusieurs masses successorales, parce que jusqu'à présent, lorsque le notaire règle une succession, il tient compte de l'ensemble des biens laissés par le défunt au moment de son décès. On réintègre aussi dans la succession les biens qui ont été donnés. Dans le notaire, une vision globale du patrimoine. Avec le système de l'option, finalement, on va se retrouver avec plusieurs masses successorales qui vont être régies par des droits différents. Il y aura par exemple les biens qui seront situés dans les réserves et qui seront soumis au droit coutumier. Et puis ensuite, il y aura les biens constitués sous l'emprise du droit commun, situés hors réserve, qui auront fait l'objet de l'option et qui seront soumis au droit civil. Et enfin, il pourra y avoir les biens constitués sous l'empire du droit commun, situés hors réserve coutumière, qui n'auront pas fait l'objet de l'option et qui seront régis par le droit coutumier. Donc le notaire qui va s'occuper uniquement des biens qui ont fait l'objet de l'option, va-t-il devoir appliquer les dispositions du Code civil en faisant une totale abstraction des autres biens ? Vraisemblablement, c'est ce qu'on va devoir faire. On peut se poser aussi des questions pour savoir quels sont les biens qui vont faire l'objet de l'option. Qu'est-ce qu'on entend par biens constitués sous l'empire du droit commun et situés hors terre coutumière ? Donc lorsqu'il s'agit des terrains des maisons, il n'y a pas de problème particulier, puisque là c'est simple de savoir si le bien est en terre coutumière ou hors terre coutumière. Par contre, on peut se poser la question pour les parts de société ou les comptes en banque. Par exemple, une personne qui vit à Marais ou à Lifou, qui n'a pas de biens hors terre coutumière, qui n'a que des terrains en terre coutumière, qui a un compte en banque dans les îles et qui éventuellement a une société dans les îles et qui exerce dans les îles, est-ce qu'on va considérer que le compte en banque et les parts de société peuvent faire l'objet de l'option ou pas ? Donc ça, la délibération ne prévoit rien à ce niveau-là. Le texte prévoit aussi qu'il doit être prévu dans l'option les éléments d'actifs et de passifs objets de l'option. Or, qu'est-ce qui se passe si par la suite le patrimoine évolue ? Et si une personne veut modifier
l'étendue des biens en d'option, est-ce qu'elle pourra le faire? Le texte ne prévoit rien à ce sujet. Il est prévu aussi d'indiquer quels sont les héritiers présomptifs dans l'acte d'option. Donc si on omet des héritiers ou si des enfants naissent par la suite, est-ce que cela va remettre en cause l'option? On ne sait pas. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il faut l'accord express et écrit du conjoint. Donc dès lors que les biens appartiendront aux deux époux, une personne ne pourra exercer son option si le conjoint ne donne pas son accord. Donc ça c'est nouveau aussi par rapport à la délibération de 80, puisqu'en 1980, chacun faisait son option pour les biens dont il était propriétaire et il n'y avait pas de nécessité d'obtenir l'accord du conjoint. Et enfin, une des questions principales que l'on se pose, c'est de savoir comment ce texte va se coordonner avec la délibération de 80. La délibération de 80 prévoyait qu'elle était irrévocable. Or, les personnes qui ont opté en vertu de la délibération de 1980, vont-elles pouvoir se soumettre au nouveau texte? En fait, on ne sait pas. Alors que peut-être elles peuvent avoir intérêt à soumettre... voilà, le texte ne prévoit pas ce qui va se passer pour les gens qui ont précédemment exercé l'option de la délibération de 1980. Donc en fait, ce texte est intéressant, il présente un certain nombre de nouveautés par rapport à l'ancien système. On a vu qu'il y avait un certain nombre d'interrogations et de difficultés. Par contre, ce texte soulève un certain nombre d'interrogations et on n'a pas les réponses. Ce qu'on voulait... en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les questions que l'on se pose, c'est des questions d'ordre pratique. Et la grosse difficulté qu'on a au quotidien, c'est quand les gens viennent nous voir, on n'est pas en mesure de leur apporter des réponses. En tout cas, on n'a pas de réponse fiable à leur donner. Et c'est vrai que c'est un côté très perturbant, parce qu'en général, quand les gens viennent voir le notaire, c'est justement pour avoir une ligne de route et pour savoir exactement où ils vont. Or, aujourd'hui, et vraisemblablement avec la nouvelle délibération qui est en gestation, il y aura encore un certain nombre d'interrogations et de questions auxquelles on n'aura pas les réponses. Voilà. Donc, merci pour cette intervention très intéressante. J'imagine qu'il y aura beaucoup de questions sur les différents droits possibles en terre coutumière ou hors terre coutumière et différentes options. Donc on va continuer avec Thierry Rosam, donc sur la généalogie clanique et le lien à la terre. Donc Thierry Rosam, qui est secrétaire général du Conseil coutumier de l'ère Djoubé-Akapoumé et qui est juriste également à la case juridique Kanak. Donc 20 minutes également. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Heureux pour certains cet après-midi. Respect et humilité avant de dire quelques paroles sur le sujet pour lequel on a été invité à le faire. Je profite parce que Christine est là pour la remercier, l'université, de l'invitation, le large aussi. Et c'est un remerciement aussi de la part de la case juridique Kanak l'association. Et effectivement, Samuel me nomme, me rappelle ma fonction de secrétaire général au Conseil coutumier Djoubéa. Donc, c'est pas une parole en mon nom, c'est aussi l'expérience de toutes ces autorités coutumières pour lesquelles je m'exprime aujourd'hui. Donc, respect et humilité. Je voudrais aussi saluer les autorités coutumières, voilà, de la région Haute-Mawap, région Païti-Tchekmougui, Adjiaro, Kharatchu, Djoubé-Akaponé, Yaï, Djihou-Nengone, parce que pas plus tard que la semaine dernière, vendredi, nous étions à Ouvéa pour l'Assemblée générale des 8 pays, avec le Sénat coutumier, pour le suivi de nos travaux. Il y a 2 mois, au mois d'août, nous étions à Pimbois, la commune de Ouégoua, pour le changement de la présidence du Sénat coutumier. Et évoquer ces autorités coutumières, évoquer ces institutions, c'est évoquer aussi les autorités coutumières traditionnelles, les chefs de clan, les chefs de famille, les présidents des conseils de district, les chefs de tribu et les grands chefs. Évoquer ces autorités coutumières, c'est parler du lien. C'est effectivement le sujet pour lequel on a été invité à le faire. Généalogie clanique et lien à la terre. Et donc, ça pose la question du lien entre les uns et les autres et la situation des autorités coutumières et de l'individu et du nous. Je pense que John en a parlé ce matin dans l'espace qui nous concerne. Alors, peut-être en arrivant tout à l'heure, j'ai trouvé personne. Je suis arrivé un peu, je vais peut-être anticiper mon pas. Et après, je me suis pressé pour venir à 14h. Mais je me suis dit qu'il faut revenir parce que c'est le lien de ce matin de la coutume qui m'a fait revenir ici pour exposer ce propos.
c'est peut-être anodin, mais c'est fort chez nous au niveau de notre espace, pour lequel ça crée ces reformulations de relations et du lien qui fait la norme coutumière. Voilà. Donc, comme dans un propos de juriste, on le présentera en deux parties, d'accord ? On ne va pas changer nos habitudes. Une première partie sur la généalogie clanique du lien à la personne et du lien à la terre, et une deuxième partie sur le lien créateur de normes et de reconnaissance coutumier dans le timing que nous ai donné. Il y a beaucoup d'anecdotes qui me viennent comme ça, mais en recherchant le mot clan, en fait, c'est un terme écossais. Et oui, de James Cook. En plus, il a découvert la Nouvelle-Calédonie, enfin, en plus, par ailleurs, dans sa besace, 1774. Le paysage lui faisait référence à l'Écosse, mais peut-être savait-il déjà que la structure de l'organisation sociale de la Nouvelle-Calédonie, des autochtones à l'époque, était à peu près le même que celui de l'Écosse. Étrange coïncidence. Alors, y avait-il eu un lien à l'époque? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il nous a découvert, ou quand on l'a découvert, je ne sais pas, selon l'histoire, c'est intéressant, donc tout ça. Donc le lien est important et je pense que c'est le lien qui nous fait rassembler aujourd'hui autour de cette thématique. La généalogie clanique ou le lien à la personne. Établir la généalogie clanique implique dans la clarté du propos de définir ce que c'est que le clan. Je pense que Patrice Gaudin l'a fait ce matin avec Emmanuel dans leurs parties respectives, dans le point de vue anthropologique. Je ne vais pas y revenir, mais c'est un ensemble de familles regroupées par une parenté fondée sur l'idée de descendance d'un ancêtre commun à caractère mythique. Ce clan peut accueillir d'autres clans et ça peut évoluer, être reformulé dans le temps. Du point de vue juridique, il y a eu un projet de délibération qui est en cours, mais qui n'a pas accouché encore, qui définit le clan comme étant composé de familles regroupant l'ensemble des lignages issus ou non et reconnus selon les usages de coutumes en cours d'une même souche. Donc c'est un ensemble de familles regroupées. Et ce clan est rattaché à un tertre foncier qui le situe dans son espace foncier. Et c'est là où on touche au cœur, la fibre même de son identité, cet espace foncier qui le rattache. Et le chef de clan est son représentant. Donc, dans cet aspect de la généalogie clanique, en parlant d'abord du clan, on a déjà un microcosme de familles regroupées entre elles qui font déjà un lignage entre ces relations. Du chef de clan aîné, du clan cadet, du clan dit dernier, etc., etc. Et on verra tout à l'heure que le geste coutumier permet de créer cette relation. Le clan, dans une définition de la Cour d'appel d'arrêt de Nouméa, du 22 août 2016, dans l'affaire Tianyiwan, contre le regroupement de droit particulier local, clanique de Bako, dit ceci, que le clan est l'unité familiale de référence, que les individus n'ont d'identité qu'au travers du clan. Et dans un arrêt similaire, le même jour, Tianyiwan contre la SAM Grand Projet VKP, le clan a été reconnu pour la première fois personnalité juridique morale. Ça n'a pas encore été instauré dans la loi. Ça l'a été par cet arrêt fondamental du 22 août 2016. Et la généalogie des clans rappelle l'histoire et les lignages du clan des temps anciens jusqu'aujourd'hui. Je ne vous apprends rien au niveau de la généalogie, mais il y fait rappel, chez nous, dans l'espace de l'identité kanak, du discours généalogique introduit au moment des mariages, des décès et des naissances. Ce sont des pratiques qu'on voit souvent dans les régions du Nord, Mawa, Paichi, Adieu et Khalachu, sur ce discours chanté pour situer les personnes les uns vis-à-vis des autres. On rappelle le fils de telle personne, de tel clan, pour refaire revivre le cheminement de la constitution du clan, en citant les individus dans la communauté. C'est donc le filiation des individus c'est donc le lien de filiation de l'individu dans la communauté. Et c'est parfois pour nous dire que l'individu appartient au groupe, mais le groupe aussi appartient à l'individu.
Ce sont ces interrelations qui sont très importantes. Je marque un arrêt là-dessus parce que ça va permettre de comprendre après, au plus tard, pourquoi, au niveau de l'acte coutumier de 2007, lorsqu'on a nommé des autorités coutumières pour signer l'acte coutumier. Ils ne signent pas l'acte coutumier parce que c'est en leur nom personnel, dans la désignation de leur rôle et de leur responsabilité, mais ils le font par rapport à une responsabilité solidaire et collective à l'intérieur des familles pour lesquelles ils ne feront que représenter. Et donc c'est ce lien qui crée la relation qui donne le pouvoir à la personne de pouvoir signer l'acte coutumier, qui lui donne cette habilitation. Donc elle met la généalogie de clan met en exergue les filiations de l'individu au sein de la communauté clanique et elle situe la place de chacun, comme je l'indiquais, dans la communauté clanique. Elle met aussi en valeur le lien de la personne à telle personne dans l'ensemble de cette entité. Ainsi, on pourrait dire que reconnaître l'individu, c'est reconnaître le clan. Et reconnaître le clan, c'est reconnaître la somme des individus. Donc c'est tous ces liens interindividuels qui créent ces échanges, qui créent la circulation des biens, la communauté de partage, et qui finalement nous fait dire que le jeu dans le nous est aussi le nous dans le jeu. L'arrêt qu'on précitait à l'instant, Tian Yuan, il précise que le clan détenteur des droits d'une unité familiale élargie ne se résume pas à la somme des individualités qui le composent. Le clan est aussi le détenteur de droits fonciers, d'où son attachement et son lien à la terre. Donc, rapidement, dans cette première partie, ce que je veux démontrer, c'est que le lien à la personne de l'individu dans son clan est important, puisqu'elle situe le segment entre les différents clans et de sa relation entre elles. Et dans une organisation sociale structurée, on n'aura pas l'occasion de le faire à la démonstration aujourd'hui, autant les autorités coutumières les unes que les autres, que ce soit les chefs de famille dans l'entité famille, le chef de clan dans l'entité clan, le chef de tribu qui rassemble l'ensemble des clans et le grand chef qui regroupe l'ensemble des chefs, il y a cette relation complémentaire et interindividuelle. Je prends juste un exemple. Dans une coutume, dans un geste coutumier, pour un deuil ou pour un mariage, l'aîné du clan ne peut pas partir sans son cadet, ni le cadet ne peut pas partir sans son dernier. Ça dit la relation entre elles et ça dit le mouvement de la norme pour pouvoir acter un discours coutumier, un protocole coutumier, une gestuelle. D'accord ? Quand bien même elle est de l'ordre de l'oralité. Et c'est évidemment important, puisque aujourd'hui, lorsqu'on regarde aussi le contentieux au niveau des actes coutumiers, au niveau de la Direction générale des affaires coutumières, parfois, dans les exposés, on n'a pas assez d'exposés de motifs pour expliquer justement le palabre, comment elle se passe et comment elles doivent se passer pour justement respecter ces différentes étapes, respecter ces différentes procédures. Le chemin coutumier n'est rien d'autre que la procédure entre les personnes tributaires d'un pouvoir par le groupe. La généalogie clanique, maintenant, sur le lien à la terre. Il n'y a qu'à lire le préambule de l'accord de Nouméa, du 5 mai 1998, au point 1, paragraphe 4, qui énonce que l'identité kanak était fondée sur un lien particulier à la terre. Chaque individu, chaque clan se définissait par un rapport spécifique sur une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière, et gardait le mémoire de l'accueil d'autres familles. Dans cet énoncé qui est riche d'actualité encore aujourd'hui, de l'accord de Nouméa, qui, vous le savez, constitutionnalisé, se manifestent deux éléments qui sont les marqueurs de l'identité kanak, le nom et la toponymie. Je rappelle que ces différentes structures de l'identité kanak figurent aussi dans la charte du peuple kanak, du socle commun des valeurs pour lesquelles les conseils coutumiers et le Sénat coutumier ont travaillé depuis 2 ans. Donc, la généalogie des clans situe le clan dans l'espace du fait de son nom qui lie la personne à son clan et aussi à la terre. D'accord ? Donc c'est ce lien à la terre, c'est ce lien à ce patrimoine, je dirais, immobilier, qui fait son identité, qui fait aussi la source du clan, à travers la généalogie du clan. Donc il traduit aussi bien l'histoire de son clan que le cycle intergénérationnel dans l'espace et le temps. Donc le lien à la terre,
autrement que ça soit du domaine de l'émotion ou de la sensibilité, c'est un marqueur de l'identité. C'est un marqueur de l'identité. Il ne peut y avoir d'identité kanak, je dirais, sans me tromper, s'il n'y a pas ce lien à l'espace, pour ce qui concerne le lien à la Terre, et ce que je disais précédemment sur le lien à la personne. Il définit, dans ce lien à la Terre, du clan, plus globalement l'identité de la personne dans la dimension de l'espace environnemental, terrestre, minéral, végétal, maritime. Et il se le fait à travers le nom des endroits, ce qui est la toponymie, parce qu'elle renvoie justement à ce lien que la personne a au niveau de son identité. Et je fais juste un aparté. Aujourd'hui, les institutions coutumières sont beaucoup sollicitées aussi par d'autres institutions, que ce soit le gouvernement de la province sud, pour ce qui est des délibérations sur la pêche ou la chasse, etc., sur les zones taboues, etc., qui définissent justement ce lien de la toponymie des personnes sur l'identité des gens. Et elle fait normatif, elle fait norme, puisque les délibérations, le code de l'environnement, par exemple, de la province des îles ou de la province sud, qui est en construction, il fait référence. Donc ce sont bien là des marqueurs de droit, de normes, à travers ces relations qu'un individu peut avoir dans l'espace, dans le monde physique ou dans le monde de l'invisible. Le lien ou la relation, tel que vu dans cette première partie, donc, est créateur de normes. Donc, autant le lien à la personne, autant le lien à la terre, il rattache vraiment ces deux segments de l'individu. Dans cette deuxième partie, sur le lien créateur de normes et de reconnaissance coutumier, ce sont des travaux qui viennent spécifiquement de la case juridique. Nous avions, il y a 2 ans, 3 ans, présenté ces travaux auprès des grands chefs, notamment du Wedge et du district de Guama, à Marais, ou du vivant du grand chef Nidoish Inslin. Et effectivement, il y avait dans ce lien créateur de normes toute la dimension spirituelle, mais la dimension aussi du droit qui gouverne ce que je disais à l'instant, nos biens et nos personnes. Le lien créateur de normes dans une organisation sociale structurée de la famille et du clan. Dans l'organisation sociale kanak, on a des relations complémentaires entre autorités coutumières dans un espace donné et entre espaces entre elles. Rien que pour le situer au niveau de la famille et du clan, dans ce qui est de la famille, on a le chef de famille, on a l'aîné, le cadet et le dernier, autant que pour le clan, le chef de clan. Donc le clan est une entité, on l'a vu, structurée, organisée autour du chef de clan et du clan aîné. Les familles qui composent le clan obéissent à des règles d'usage, de hiérarchie et de complémentarité. Aîné, cadet et dernier. Le clan est tissé par des relations internes, des familles qui agencent un mouvement dans le geste coutumier. Donc lors des cérémonies coutumières, des deuils ou de mariage, l'aîné, comme je le disais à l'instant, ne peut pas partir sans le cadet et vice-versa. Ce sont des mouvements qui créent du droit, qui créent des obligations, et elles créent du devoir entre nous dans cette organisation sociale qui est structurée. Et ça, c'est un élément fondamental de la norme en termes de normes coutumières. Le lien met en relation la circulation des biens et des personnes. Elle fait mouvement dans la gestion du patrimoine culturel. Alors, est-ce qu'on peut parler du contrat de don et de contre-don à travers les gestes coutumiers? Je ne sais pas. Il y aura une définition juridique privée, même publiciste à trouver. Mais en tout cas, elle met en interrelation l'individu et les personnes à travers le clan. C'est en tout cas le geste coutumier, les cérémonies protocolaires, qui reconnaît le lien et perpétue la norme coutumière. Donc dans cette dernière partie, je vais insister sur la reconnaissance du lien et qui perpétue la norme coutumière. La connaissance, connaître, est le premier pas de l'individu. Le reconnaître est le second pas dans la dimension coutumière. Je vais juste vous faire un focus pour ceux et celles qui étaient là ce matin au niveau du geste coutumier entre les autorités coutumières du Sud et les vieux du Sud et vous-même. Il y a la connaissance des uns et des autres, mais il y a la reconnaissance du geste et des liens. Et c'est cette reconnaissance qui fait aussi norme
dans la formulation de l'identité et du droit. Sans cette reconnaissance, il est difficile de acter le deuxième mouvement vers la suite. Imaginez que les autorités coutumières ce matin du Sud ne vous ayez pas laissé le droit d'entrer. Il n'y aurait pas eu de mouvement, il n'y aurait pas eu d'acte, il n'y aurait pas eu un acte 2, un acte 3, un acte 4. Non, la formulation, parce une préparation, etc., un colloque ou pas. Donc, la connaissance est une chose, la reconnaissance, elle crée aussi, derrière du mouvement des actes, de la normativité au niveau des situations. Et le geste coutumier, le chemin coutumier, la relation coutumière, la réciprocité du geste coutumier, la parole coutumière, sont autant de protocoles cérémoniels pour reconnaître ma relation à l'autre, mon lien à l'autre. Et donc, c'est dans tout ce composite qui implique une permanence du lien, une continuité de la norme qui se perpétue à travers ces protocoles. Et la généalogie du clan et le lien à la terre marquent les fondements de l'identité kanake. Autant que la reconnaissance perpétue les relations entre les individus dans le groupe et perpétue ainsi la norme coutumière. Et de l'expression commune, on peut dire que la boucle est bouclée entre la connaissance, la relation et la reconnaissance du lien qui fait la norme. On n'a pas le temps de développer ces postulats, ces approches, mais ce qui est sûr au niveau de l'acte coutumier, par exemple, dans les conflits, dans les actes, lorsqu'on les régule, lorsqu'on les résout, ce matin, par exemple, on était en résolution de conflit entre deux familles de Saint-Louis, qui est maintenant d'actualité. Il y a eu le geste protocole qui permet de reconnaître l'erreur des uns et des autres, mais il y a le geste protocolaire, il y a le geste coutumier, il y a le lien des uns et des autres qui permettent d'amener à la conciliation, à la médiation et de trouver une issue de sortie par rapport à ces conflits. Donc, la norme, la relation, elle crée des espaces d'interrelation qui permettent de construire, qui permettent de reformuler l'identité ou qui permettent d'en créer d'autres. Voilà, je crois que je suis dans le timing. Merci. Merci Thierry pour cette intervention aussi instructive et qui d'ailleurs amène aussi aux interventions de ce matin. Donc on a quelques minutes pour poser des questions et nos intervenants y répondront. Donc si vous avez des questions. Du coup, est-ce que le micro... Ça marche. Merci beaucoup. Ce n'est pas vraiment une question, juste une piste de réflexion par rapport à un problème qui a été soulevé dans la première intervention qui m'a beaucoup intéressé. Par rapport au problème du passif que vous avez évoqué. C'est un problème qui n'est pas sans évoquer une question que connaissent un petit peu les internationalistes et finalement cette option que vous avez présentée conduit à un morcellement de la succession que les internationalistes connaissent un petit peu. Alors, vous avez indiqué que en cas d'option, le bien ou les biens sur lesquels porterait l'option seraient soumis au droit civil. Alors, je me suis demandé ce qu'il adviendrait dans ce cas-là si l'héritier venait à renoncer à la succession soumise au droit civil et s'il existait du passif sur les biens qui avaient fait l'objet de l'option. Alors, en droit international privé ancien, qui s'applique encore en Nouvelle-Calédonie, cette question est un petit peu connue et on considère que dans ce cas-là, les créanciers, lorsqu'on a plusieurs masses successorales, en cas de renonciation sur une masse, peuvent se faire payer sur les autres masses. C'est-à-dire que chaque masse peut répondre de l'intégralité du passif. Alors, la question ne se pose pas lorsqu'on a des sûretés, mais elle se pose lorsqu'on a des créanciers chirographaires. Alors, le problème dans le cadre de votre option, c'est que j'imagine peut-être difficilement que des créanciers puissent aller se faire payer sur des biens situés sur des terres coutumières. Donc à partir de là, je me suis demandé si finalement le système de l'option, que je trouve très bien, ne pourrait pas être utilement complété par une disposition
créant des garanties sur les biens qui, justement, relèveraient de cette option pour que les créanciers ne puissent pas se retrouver grugés en cas de renonciation à la succession. Voilà, c'était juste une réflexion, une piste de recherche. Après, selon quelle modalité, ça, je n'en sais rien. Vous voulez dire que, bon, nous, on intervient lorsque la personne achète son bien immobilier, donc il y a un créancier, ce sera un créancier hypothécaire, donc lui, il n'a rien à craindre. Vous, ce que vous évoquez, ça serait un créancier donc non assorti de sûreté. Et dans ces cas-là, pour qu'il soit protégé, vous préconisez que le bien qui est soumis au régime civil puisse être donné en garantie à ce créancier? Je ne préconise rien, hein, c'est juste une idée, oui, une oui, piste enfin, de je veux réflexion. dire, c'est une piste de réflexion, oui. Alors, De toute façon, le texte ne prévoit rien à ce niveau-là. Et déjà, dans la délibération, alors, dans la nouvelle proposition de loi, il est fait référence aux éléments d'actif et de passif. On parle du passif. Dans la délibération de 1980, à aucun moment on parle du passif, on parle uniquement des biens immobiliers situés hors réserve. Et honnêtement, on n'a jamais eu, nous, de problème, mais je pense que le mandataire liquidateur a dû avoir des difficultés. Comment les problèmes de passif sont gérés actuellement, je ne sais pas. Parce que le problème, il est occulté. Donc ça, je pense que c'est pour ça que ça a été rajouté dans la nouvelle proposition de loi, même si ça ne règle pas tous les problèmes. Mais avant, nulle part apparaissait la notion de passif. En tout cas, oui, merci pour votre réflexion. On note bien. D'autres questions? En poser une en attendant. Moi, j'y connais rien, donc je pose juste la question. On ne sait pas. Enfin, juste. Du coup, si j'ai bien compris, mais quand vous avez une part dans une société, aujourd'hui, ça se passe comment? Ça relève du droit coutumier. C'est-à-dire que tout ce qui est part de société, même si c'est une société qui est propriétaire d'un terrain ou d'une maison, dès lors que vous êtes titulaire de part dans une société, si vous décédez, c'est régi par la coutume. Et vous ça savez ne rentre pas dans le cadre de la délibération de 80. Et du coup, certains savent comment ça se fait concrètement. Normalement, il y a un acte coutumier, et c'est l'acte coutumier qui va déterminer qui sont les héritiers. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas immobilier hors réserve lorsqu'il y a une option, actuellement, ça relève de la coutume, et c'est l'ancien PV, le PV de Palade qui a été remplacé par l'acte coutumier, c'est le clan qui décide qui va hériter. Alors, on a eu des cas, on en parlait ce matin. Théoriquement, c'est ça la règle actuellement. Et on a eu le cas de biens dans les îles, je ne citerai pas où effectivement c'était des parts de société qui avaient été constituées entre des époux, où madame était de droit coutumier et l'époux était de droit commun. Le patrimoine de madame relevait forcément du droit coutumier. Là, le magistrat, il se trouve qu'il y a eu un jugement, je ne sais pas pourquoi ça a fini devant le tribunal, mais il a fait une espèce de globi-boulga et c'est reparti vers le droit commun. Alors théoriquement, en fait, il a considéré que les époux étant mariés, il y en avait un de droit commun, un de droit coutumier, ça relevait du droit commun, alors qu'en réalité, ça ne relève pas du droit commun. Les parts de madame, elles auraient dû être régies par l'acte coutumier. Donc, ça, c'est un vrai problème actuellement. C'est certainement pour ça que dans la proposition de loi, ils ont intégré les parts de société de manière à ce qu'on puisse le faire sortir que ça puisse être soumis au droit commun. Oui, ce n'était pas des questions, mais juste 2-3 remarques pour faire le lien avec ce qui a été dit ce matin sur justement le projet de réforme du droit des successions coutumières. Donc ce matin, il a été évoqué l'un des problèmes actuels au travers d'une affaire, c'est Elisa Kibangui qui l'avait signalé, que la coutume, par exemple, permettait d'exhéréter certaines personnes, de dire que le patrimoine du défunt allait vers un enfant, mais pas les autres, etc. Et sur ce point, le projet de délibération, justement, prévoit une règle qu'on pourrait qualifier d'ordre public coutumier, qui dit bien que personne, en tout cas notamment tous les enfants qui portent le nom du défunt ne peuvent pas être déshérités, que le conjoint également a droit à une part. Donc ça, c'est une règle qui est assez intéressante.
Mais c'est vrai que, et après, il y a l'autre remarque, c'était aussi en lien avec un peu ce qui était dit ce matin, où là, ce qu'on peut entendre, c'est que le projet ne dit pas tout et laisse effectivement beaucoup de blancs. Alors, il y a des blancs qui ont été pour l'instant oubliés parce que les questions n'ont pas été pensées. Donc, la question que j'aurais, c'est est-ce que vous êtes, vous, notariat, associé à ce projet-là? Et ça, c'est un problème. Je veux dire, on en a entendu parler il y a 1 mois et demi quand vous avez proposé de participer au colloque et à la radio. On a entendu que la proposition de loi était soumise au Congrès. Donc, alors que ça fait et on l'a eu incidemment, le projet. Alors que le projet existe depuis longtemps. Enfin là, la version qui a été publiée, à ma connaissance, c'est une deuxième version en plus. Et ça fait à peu près 3 ans, je crois, approximativement, que le projet est dans les cartons. Mais disons que la délibération, de toute façon, ne pourra jamais tout prévoir. Ça, c'est évident. C'est un peu ce qu'on disait ce matin. Est-ce que la coutume peut être codifiée, rédigée? En fait, le Congrès n'a pas compétence, de toute façon, pour écrire la coutume. Et déjà, rien que le fait de dire que certaines personnes, que les enfants, par exemple, ne peuvent pas être déshérités, c'est déjà, en termes de compétences pures, de légistique, déjà aller très loin dans la rédaction de droit coutumier. Oui, mais vrai la deuxième partie, le titre 5 de la délibération, il renvoie au droit civil. Donc la toute dernière partie, elle peut être codifiée. Parce que c'est pour nous permettre à nous d'appliquer sereinement les règles. Pour la partie droit civil, là, oui, pour la partie droit civil, parce que même cette partie-là, ça risque d'être très compliqué. D'autant que maintenant, le Congrès étant compétent pour le droit civil et notamment pour cet aspect-là des droits de succession, effectivement, là, il pourrait tout à fait rédiger. Après, dans la répartition des règles de conflit interne de normes, parce que c'est un petit peu ça que ça pose, savoir qu'est-ce qu'on applique et comment on articule les deux normes. Là, la difficulté, c'est que le Conseil d'État a estimé que cette partie-là des conflits internes relevait du législateur métropolitain, et en particulier du législateur organique. Donc ça crée aussi des difficultés par rapport à tout ça. Et puis un autre lien, puis je terminerai, le projet de délibération aussi, ce qu'il a été dit ce matin, il n'y a pas de testament dans la coutume kanak. Dans le projet de délibération, il est prévu une forme de testament holographe, mais qui évidemment est un testament coutumier, et notamment qui ne peut pas être fait seul. C'est-à-dire que c'est un testament qui passe par une parole coutumière, par un geste coutumier, comprenez, qui se fait avec le clan, avec les autres. Ce n'est pas un document qu'on garde tout seul dans un coin et qu'on ressort juste avant d'expirer. Et je crois que dans les commentaires par rapport à la proposition de loi, ils évoquent le problème du testament en disant on n'est pas encore prêt, mais on réfléchit, on sait qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc ça sera peut-être pour la prochaine. Le micro circulé. Juste pour... il y a je garde le micro alors si personne le veut. J'invite en fait par rapport à la communication de Thierry Rosam, qui était très intéressante et qui a bien montré toute la difficulté et la particularité de la généalogie des clans et toute la question notamment que ça pose et en lien avec le notariat sur l'attribution de la propriété coutumière et là on a un très très beau jugement, tu dois le connaître Thierry, le jugement qui a été rendu dans l'affaire de Peng à Lifou en 2012, en 24 juillet 2012 si je me souviens bien, et qui est un monument justement, enfin en tout cas du point de vue du juriste que je suis, non anthropologue, qui est vraiment un monument d'anthropologie juridique et qui remonte comme ça où le juge coutumier avait comme ça remonté la généalogie clanique en remontant très très loin à l'issue de longs palabres pour arriver à déterminer qui était au jour d'aujourd'hui le propriétaire coutumier des terres de Peng. Et c'est vraiment une très très grande difficulté. Ce jugement il est disponible sur la base de données, il est très instructif, très déroutant mais très instructif. Bien. S'il y a d'autres questions ou remarques, autrement, je propose qu'on continue parce qu'on a pris beaucoup de retard.